Bonjour à tous. Mais bon, ils sont là. Bonjour à toutes et tous. Ben, Il nous reste 2 minutes. Oui, quelques minutes avant de commencer. Donc, après, vous vérifiez que tout marche bien. Du coup, normalement, vous avez accès. On voit, on a un écran pour la présentation et un autre pour le chat pour suivre un peu ce qui va se discuter. Je vais vous mettre d'ailleurs le message pour tous. Salut Louis. Ça marche bien donc. Bonjour Nadège. C'est bien en fait que vous me décriviez. Autrement, on a l'impression vraiment d'être tout seul. J'essaye de mettre un message, mais ça a l'air de prendre trop de place. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. On attend à peu près une petite trentaine de personnes sur ce webinaire, en tout cas inscrits. Après, on va se laisser quelques minutes pour que tout le monde se connecte. Bonjour Nathan. Est-ce que vous nous entendez bien? Je fais un petit test. Oui, super. Génial. C'est magique. Et ben voilà, en plus, les emojis fonctionnent bien. Les emojis fonctionnent, n'est-ce pas Aurélie? D'accord. Tu veux que je te mette du texte, c'est ça? Là, ouais, j'essaye, mais on est limité en caractères, donc je vais faire en plusieurs messages. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Dominique. Oui, j'essaie. Tout à l'heure, j'avais trop de texte. Je mets un petit message d'accueil pour tous ceux qui vont arriver en cours de route. Ça leur permettra... Et en même temps, on va peut-être commencer comme ça. Ça permettra aussi de vous accueillir. Tout à fait. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire proposé par la Fédération française pour tous. L'intitulé d'aujourd'hui, accompagner ces animateurs dans leur projet de formation. Nous serons 2 pour animer ce webinaire. Donc, Perrine Desmoulins, conseillère technique nationale du pôle métier formation. Et moi-même, Sébastien Minavel, directeur technique national adjoint en charge du pôle métier formation. Vous aurez la possibilité d'accéder au replay en ligne directement sur votre adresse d'inscription. Mais par ailleurs, vous pouvez retrouver également l'ensemble de ce webinaire et des autres précédents webinaires en vous rendant sur le site internet de la Fédération, dans nos services, soutien fédéral. Tout en bas, vous avez webinaire et quand vous continuez à descendre, vous retrouvez l'ensemble des webinaires qui vous ont été proposés depuis le début. Juste quelques modalités techniques avant de commencer. Non. Vous avez un... On est nouveau, on découvre. Oui, on débute. Vous avez un module sur la droite, a priori, de votre écran qui intègre un chat, donc une rubrique questions et une rubrique sondage. Donc, nous vous invitons à poser toutes vos questions dans la rubrique questions. On essaiera d'y répondre tout au long du webinaire. On a même prévu quelques temps spécifiques de réponse à vos questions à la fin de chacun de nos chapitres. Si toutefois nous ne répondons pas à toutes ces questions, on reviendra vers vous ultérieurement, on les gardera bien en tête et on vous les enverra. Et vous aurez la possibilité également de poser des questions directement via l'adresse internet que vous retrouverez dans le support directement formulé. Et bien, let's go. C'est parti. Alors, au programme, on a donc deux chapitres qu'on a prévu de vous présenter. Un premier plutôt sur l'accès au métier d'animateur sportif. Donc, on va repartir du point de départ qui est la réglementation, les différents types de formations que l'animateur peut suivre. Pour venir ensuite sur notre offre de formation fédérale et dans le deuxième chapitre sur comment on y accède, comment on s'informe, comment on s'inscrit et quelles sont les possibilités de financement pour s'inscrire sur les formations. Voilà. Et ben,
Alors, juste en petit préambule, mais c'est une diapo que vous avez déjà dû retrouver sur différents webinaires. Juste vous rappeler qui nous sommes en tant que Fédération française pour tous. On existe depuis plus de 50 ans, avec pour objectif d'ouvrir la pratique à tous, via une pratique de loisirs multisports, dans des objectifs variés, mais qui peuvent être ceux de promouvoir la santé, le bien-être, favoriser l'intégration sociale et l'accès au sport. Et la formation dans ce projet fédéral a une place toute particulière, puisque c'est par le biais des animateurs qui composent notre fédération que nous espérons bien faire passer tous ces messages, toutes ces intentions éducatives. Il y a quelques chiffres clés, évidemment, avant la crise sanitaire, les choses évoluent, on espère bien remonter vers ces objectifs. Premier chapitre, donc, l'accès au métier d'animateur sportif. Alors, je vais juste rappeler que derrière le mot animateur sportif est celui qu'on utilise couramment au sein de la fédération, mais il renvoie plutôt à un concept plus large qui est celui d'éducateur sportif et qui renvoie surtout à un métier réglementé, comme disait Karine tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de vous présenter, dans un premier temps, les différents aspects de cette réglementation et qui regroupe et qui s'adresse en fait à différents métiers. L'éducateur sportif, l'entraîneur sportif, l'animateur de loisirs sportifs, le professeur, le praticien, toute cette pluralité de métiers devront répondre aux mêmes obligations réglementaires. On continue à accueillir. Cette réglementation, elle consiste en quoi? Alors, 3 grandes obligations. Première obligation qui fonde la profession, l'obligation de qualification, notamment si vous êtes rémunéré. Donc pour cela, 2 conditions. La première, c'est d'être titulaire d'un titre, d'un certificat ou d'un diplôme enregistré au RNCP. Donc, titre affinité professionnelle, certificat de qualification professionnelle ou diplôme d'État sont les 3 types de certifications qui peuvent être reconnues et inscrites au RNCP. Et il faut, la deuxième condition, que cette certification garantisse le titulaire de sa compétence en matière de sécurité des usagers et des tiers. Donc ça, derrière cette obligation-là, en fait, on renvoie à une inscription de cette certification au Code du sport. Toute cette partie obligatoire liée à la qualification, vous la retrouvez dans un des articles du Code du sport, qui est le L212. Deuxième obligation, l'obligation d'honorabilité. Là, il s'agit plutôt de vérifier les bonnes mœurs, en gros, de l'éducateur sportif. En gros, celui-ci ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits que vous retrouvez listés dans l'article L219 du Code du sport. Et troisième obligation, qui en fait englobe les 2 précédentes, c'est l'obligation de déclaration. C'est une déclaration à faire en ligne et qui vous permet d'obtenir une carte professionnelle en retour, qui est valable 5 ans. Et derrière cette carte professionnelle, eh bien, évidemment, les services de l'État iront vérifier l'obligation d'honorabilité de l'animateur sportif. Et en même temps, le fait qu'il soit bien titulaire d'une qualification reconnue et qui lui permet d'intervenir dans ce secteur. Cette carte professionnelle se traduit, ça c'est en retour, vous recevrez cette carte professionnelle avec la possibilité d'avoir toutes les prérogatives via un QR code qui figure sur le verso de cette carte professionnelle. Le QR code, il permet d'être vérifié du coup par les présidents d'associations, par exemple. Juste un scan, on sait ce que la personne a le droit ou pas le droit de faire. Et vu que c'est quand même un paysage assez complexe, les diplômes, c'est vrai que ça permet de bien préciser qu'est-ce que peut ou ne pas faire une personne en tant qu'éducateur sportif. Juste peut-être revenir juste sur le numéro qui figure en bas de cette carte. Vous trouvez à chaque fois le numéro de département, puisque c'est traité en département. Donc vos interlocuteurs au besoin, ce sont plutôt les services départementaux de jeunesse et sport qui peuvent vous éclairer au besoin sur les prérogatives liées à une certification. Alors, il y a, comme tu disais, tout un champ de diplômes qui existaient. C'est vrai que ce n'est pas simple de toujours s'y retrouver. Je tente cet exercice avec quelques camemberts pour vous expliquer à quoi ressemble ce paysage. Donc, les premiers types de formations qu'on peut trouver, c'est les formations du ministère en charge des sports, par exemple le BPGEPS, éducateur sportif, ou le DGEPS. Alors, c'est beaucoup de sigles dans le champ sportif. S'il y a des questions auxquelles on a mis les principaux en dessous, mais il y en a peut-être d'autres qui viendront, n'hésitez pas. Nous, on va essayer de les décoder au fur et à mesure.
Donc, les formations du ministère, c'est les premières formations dont vous pouvez entendre parler. Vous allez entendre parler également des formations de l'OC Sport. Alors, l'OC Sport, c'est la branche sport de la CPNEF. Donc, c'est organisé par les représentants. Employeurs et salariés de la branche du sport, de la branche professionnelle. C'est tous les CQP qui sont portés généralement par cette branche sport. Les CQP, ce n'est pas exclusif du champ sportif. On est bien d'accord, il y en a dans tous les secteurs et il y en a spécifiques dans notre champ. Ensuite, vous avez des formations qui sont proposées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Celle qu'on va le plus souvent entendre parler, c'est la licence TAPS, par exemple, le DUG TAPS, le Master TAPS, etc. Donc, certains vont donner des prérogatives d'animation en termes pour les éducateurs sportifs. Et ensuite, vous allez retrouver un grand champ, là c'est qu'un camembert, mais un grand champ de formations qui sont proposées par des organismes privés. Je vous donne les exemples qui sont dans notre champ assez réguliers. Ça va être des formations en Qigong, les formations en Pilates. Il y en a un paquet, en marche nordique, ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite en fait au champ qui peut être proposé par ces formations, par ces organismes, pardon. Donc les formations qui sont en rouge ici, c'est des formations qui sont certifiantes. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, et également au Code du sport. Donc elles donnent des prérogatives. Les prérogatives, c'est ce que Sébastien vous a présenté juste avant et qui apparaît sur la carte pro et qui est vérifié. Des prérogatives, c'est grosso modo ce que les éducateurs ont le droit d'encadrer en termes d'activité et de cadre d'activité, on va dire. Et ces diplômes, du coup, permettent de répondre à l'obligation de qualification que je vous présentais sur la diapositive précédente. Tout à fait. Donc ça, c'est les formations qui sont reconnues d'un côté et inscrites en tant que formation certifiante. Et de l'autre, on a les formations qui sont très variables. Il y en a un champ aussi assez large de formations qui ne sont pas forcément certifiantes. Ces formations vont présenter l'avantage de se perfectionner sur un domaine où vous n'aurez peut-être pas de formation enregistrée au RNCP, de développer des nouvelles compétences, de faire des approfondissements. Et de l'autre, c'est plutôt en rouge les formations, souvent qu'on appelle un peu les formations initiales du métier, qui donnent des prérogatives. Il faut bien distinguer ces deux champs de formation selon le projet que vous avez pour votre animateur. Vas-y, complète. Prendre le temps du coup de répondre à la question qui est posée par Dominique, qui a priori rencontre des difficultés, dont les animatrices rencontrent des difficultés pour obtenir leur carte professionnelle. Donc là, encore une fois, les services qui permettent d'avoir des précisions sur le pourquoi la carte professionnelle n'est pas délivrée, c'est les services départementaux Jeunesse et Sport. Pas toujours facile à retrouver aujourd'hui, à identifier, souvent en lien avec les préfectures ou alors maintenant en principe avec les sièges académiques de l'éducation nationale. Après, le pourquoi la carte professionnelle n'a pas été délivrée, soit il peut manquer des éléments, un diplôme qui n'a pas été joint à la déclaration en ligne, il peut manquer quelques éléments, une pièce d'identité. Après, le fait de ne pas obtenir sa carte professionnelle peut aussi renvoyer à une interdiction d'exercer. C'est-à-dire que dans les conditions d'honorabilité, l'animateur ou l'animatrice ne répond pas aux obligations, dans ce cas-là, se voir refuser sa carte professionnelle. Généralement, il y a un motif quand même qui doit être en face. C'est ça qu'il faudrait pouvoir obtenir de la direction départementale. C'est eux qui seront plus à même de répondre à vos animatrices. Je reviens donc là sur ce champ de diplôme. Les fédérations sportives s'inscrivent à la fois dans des formations, on peut proposer des formations certifiantes et des formations non certifiantes. C'est notre cas, mais c'est le cas de la majorité des fédérations sportives. Donc, on peut proposer des formations grâce à une habilitation du ministère des Sports, par exemple, sur les BPGEPS ou les DGEPS, ou les DESGEPS, il y a encore une autre catégorie au-dessus. Ils peuvent proposer des CQP via la branche professionnelle du sport. Généralement, ils peuvent potentiellement intervenir en lien sur des partenariats avec l'enseignement supérieur, mais ils ne délivrent pas, eux, directement des diplômes qui sont liés à l'enseignement supérieur. Et après, ils peuvent développer également, les fédés, peuvent également développer tout un champ de diplômes fédéraux qui sont ou pas inscrits au RNCP et qui, du coup, sont certifiants ou non. C'est notre cas. Nous, on va vous
affiner un peu l'offre qu'on propose, mais qui va s'inscrire dans chaque catégorie de type de diplôme. Juste là, sur la présentation des différentes certifications qui sont à l'écran, on peut retrouver différents niveaux de classification. Aujourd'hui, la classification des diplômes en France va de 1 à 8. Le niveau 4 étant le niveau du bac, le niveau 3 plutôt CAP, et le niveau 8 plutôt doctorat. Donc, c'est pour ça qu'on a le BPGEPS au niveau 4, le DEGEPS on est plutôt niveau 6, et le DES niveau 7. Voilà, c'est juste pour vous situer, le CQP qui n'avait pas de classification actuellement devrait à l'avenir être classé niveau 4. Parlons de CQP. Alors là, l'idée, c'est de plutôt rentrer un peu plus précisément dans notre offre de formation à la Fédération française Sport pour tous. Donc, dans un premier temps, en termes de formation certifiante, la première, celle que vous elle connaissez le plus, puisque c'est celle qui est la plus utilisée par les animateurs et animatrices de notre réseau, c'est le CQP animateur de loisirs sportifs. Donc, je rappelle, CQP, certificat de qualification professionnelle. C'est un diplôme de la branche professionnelle et que l'on peut retrouver dans 3 options. La plus répandue dans notre réseau, c'est la première option, activité gymique d'entretien et d'expression, LG2E. La deuxième, jeux sportifs et jeux d'opposition. Ces 2 options-là permettent à leurs titulaires d'obtenir une carte professionnelle. Et la troisième option, activité de randonnée et d'orientation, qui, elle, n'est pas accompagnée d'une carte professionnelle, tout simplement parce que l'activité de randonnée n'est pas une activité reconnue par le ministère des Sports en tant qu'activité physico-sportive, et du coup, ne fait pas l'objet d'une inscription au Code du sport. Ça, c'est pour la première qualification, la plus répandue au sein de nos clubs, en fait, parmi nos animateurs et animatrices des clubs de sport pour tous. Il y a une deuxième qualification, plus récente, qui est une qualification complémentaire, qui est ouverte aux titulaires du CQP-ALS. C'est l'accueil de public dans un objectif de pratique d'activité physique sportive sur prescription médicale. Donc là, ça s'adresse à des publics orientés par des médecins. Et donc, c'est une qualification complémentaire qui permet à un animateur sportif, titulaire d'un CQP-ALS, d'accueillir ce type de pratiquants. Donc, encore une fois, c'est une qualification complémentaire au CQP. Enfin, troisième type de formation certifiante proposée au sein de notre réseau, le BPGEPS. Alors, BPGEPS, c'est brevet professionnel, jeunesse, éducation populaire et sport, dans la spécialité éducateur sportif, donc on est toujours au métier d'origine, et la mention, c'est activité physique pour tous, donc qui permet d'encadrer différents types d'activités physiques ou sportives au sein des clubs. Et nous avons une formation qui est proposée annuellement sur ce type de certification. On voit qu'on est sur des champs quand même, sur des diplômes qui sont plutôt polyvalents et pluri-activités, Oui. Sur nos diplômes d'offre initiale en tout cas. Deuxième champ de formation, donc là plutôt les formations non certifiantes, qu'on appelle formation professionnelle continue, là où les premières formations s'adressaient plutôt à une entrée dans le métier d'éducateur sportif, donc en formation initiale, là on est plutôt sur des formations qui arrivent une fois la personne titulaire de cette première qualification. Donc là, nous avons un calendrier de formation aujourd'hui riche de, je crois, 9 FPC, Pilates, sport santé bien-être, Free Fit, accueillir et faire pratiquer des activités physiques sportives pour des personnes en situation de handicap, marche nordique, yoga découverte, Bernadette de Casquet, multi-activité. Donc on est là sur des propositions de formation qui viennent compléter les compétences et permettre d'approfondir certaines activités ou se perfectionner dans l'accueil d'un public spécifique. Ça ne donne pas de prérogatives supplémentaires directement sur la carte professionnelle. Par contre, ça permet de développer des compétences nationales. Donc, on est là plutôt sur des compétences autour de l'accueil de public. On approfondit l'accueil de certains publics, seniors, jeunes, certaines activités, ou bien encore certains contenus spécifiques, par exemple le corps humain en mouvement. C'est une offre qui évolue dans le temps en fonction des besoins qu'on arrive à recueillir du terrain pour nos animateurs, en fait, et pouvoir développer de nouvelles activités en fonction de ce que justement est identifié par les associations, par les animateurs directement. Là, en prévision, il devrait y avoir 4 nouvelles FPC. Pour la rentrée prochaine, oui, tout à fait.
Donc, on va passer de 8 à 12. On a une limite, ouais, à l'heure actuelle. On fait une petite pause sur cette première partie pour savoir si vous avez des questions liées à ça. Et après, on va enchaîner sur la deuxième partie, vraiment sur comment on s'inscrit, comment on s'informe sur toutes ces formations au sein du réseau, comment on les finance. Je laisse quelques minutes si vous avez besoin de taper avant d'enchaîner. Autrement, ça vient plus tard. Je peux juste meubler un tout petit peu sur cette offre fédérale, puisque vous avez certainement entendu parler que le CQP était dans un toilettage. Il y a actuellement en fait un réenregistrement de cette certification sur le RNCP, donc le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, qui est un répertoire en fait que l'État gère et qu'il surveille en fait. Et aujourd'hui, le CQP ALS fait l'objet d'un réenregistrement et qui va amener à revoir un petit peu le règlement et son accès par la formation. Donc, on est dans une période de transition avec un nouveau format de formation pour le CQP ALS pour la rentrée prochaine. Ah, c'était un petit peu de questions, non, je ne vois pas. Non, pas de questions. Je vous propose d'enchaîner. Si vous en avez, de toute façon, vous pouvez les poser tout au long du webinaire. Tout à fait. Alors, je vais essayer un petit peu pour pouvoir vous montrer sur ce premier chapitre. Ah, si, question dans les questions. C'est nous qui sommes... Ah, on est dans le chat, mais oui. Là, c'est notre compétence. Ah, regarde, question ici. Tout à fait. Excusez-nous. Alors, kiné et ostéopathe, puis faire des activités sportives sur prescription sans passer l'ALS au sein de notre association. Alors, sur prescription, j'en sais rien, mais ils ont déjà des prérogatives, les kinés, mais pas les ostéopathes, par contre. Ils ne sont pas sur le règlement du Code du sport. En effet, par rapport à la mention complémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, ça s'adresse vraiment à des personnes déjà titulaires d'une certification pour être animateur de loisirs sportifs. Donc, animateur. Pour des personnes qui sont par exemple kinés, en fait, ils ont la possibilité déjà dans leur prérogative, en fait, en tant que kiné, d'accueillir des personnes orientées par des médecins. Pas de spécificité. Par contre, ils ne peuvent accueillir que dans le cadre de leur métier de kiné. Quand on est dans le cadre des activités proposées par le club, c'est vrai que là, ils retombent plutôt sous la réglementation du métier d'animateur. Oui, mais au sein de l'association. Ok, merci. Voilà. Oui, voilà, bah, c'était. Dès que vous êtes dans le cadre de. Alors après, il peut y avoir des choses construites ensemble, mais ça n'empêchera pas l'animateur, lui, pour pouvoir être reconnu pour intervenir auprès de ce public-là, d'aller chercher cette compétence supplémentaire. Peut-être juste quand même rappeler qu'on est là sur des prérogatives limitées. Hein. On est plutôt en direction de public avec des limites fonctionnelles minimes. On n'est pas sur des formations très poussées en termes d'accompagnement du public. Alors, si des formations qu'on a présentées, vous souhaitez pouvoir en savoir plus, tout simplement, le premier réflexe qu'il va y avoir à avoir, c'est d'aller sur le site internet. Cette année a été rénovée entièrement la partie du site internet de la Fédération Sport pour tous sur la formation notamment, avec beaucoup plus d'informations exhaustives et un calendrier en ligne. C'est ce que je vais vous faire découvrir sur cet onglet-là. Donc, vous le voyez ici avant que j'aille dessus, parce que là, moi, c'est figé, je peux vous montrer. Ah oui, un peu en décalé, effectivement, la souris. Donc là, vous avez toute une partie de se former qui concerne le métier d'animateur sportif. La première sous-partie va vous présenter le métier d'animateur sportif, un peu sur ce qu'on a pu faire dans cette première partie, donc sur des généralités et sur l'obligation de formation. Et ensuite, on fait un focus sur chacun des diplômes qu'on propose et sur les formations professionnelles continues, donc le CQP, le PP, le GEPS et la PSPM, donc l'activité physique sur prescription médicale. Je vais aller me balader sur le site pour vous montrer un peu ce que vous pouvez découvrir dessus. Alors là, on était dans nos services. Là, je vais vous emmener dans se former. Et dans se former... Prends le temps de te balader, parce qu'il y a un tout petit décalage. Ouais, il y a un petit décalage. Je vais ralentir. Donc, quand je clique sur se former, je vais avoir une présentation du métier d'animateur de loisirs sportifs.
Vous verrez également qu'on a une offre de formation sur les métiers de la formation et bientôt, sous peu, sur les métiers du développement qui sont au sein de notre réseau. Là, aujourd'hui, on va exclusivement s'intéresser à la partie d'animateur de loisirs sportifs. Donc, ici, une présentation plutôt générique sur l'animateur. Et ensuite, sur chaque diplôme, vous allez avoir quelque chose de plus poussé. Toujours sur quelque chose de générique lié au diplôme, parce qu'après, vous aurez des sessions spécifiques. Donc là, par exemple, sur le CQP d'animateur de loisirs sportifs, vous avez une présentation de ce diplôme avec les métiers et les débouchés. Donc là, on parlait de prérogatives. Vous voyez, les prérogatives sur chaque option sont notées ici. C'est important, hein, ces prérogatives, c'est le cœur du fonctionnement, de ce qui dit ce que l'animateur peut faire ou ne pas faire, ses conditions d'exercice. Et ce sont les conditions d'exercice que vous retrouvez sur la carte professionnelle des animateurs et animatrices. Tout à fait. Ensuite, sur le CQP, ici, par exemple, vous avez également une partie sur les prérequis et le public qui est concerné par cette formation. Là, il y a un certain nombre de prérequis, notamment sur le CQP, donc il faut en être informé avant de s'engager dedans. Vous avez une présentation de la formation, donc la conception qu'on en fait à la fédération, mais également le rythme, la durée, les compétences qui sont développées, les moyens qui sont mis en œuvre, pédagogiques ou humains, la présentation des épreuves d'évaluation, parce que là, il y a des épreuves d'évaluation qui viennent finaliser ce diplôme, et le tarif qui est donc de 1 960 €. C'est un tarif qui est harmonisé entre toutes les régions depuis une année maintenant. Ce diplôme, il est également accessible par la voie de la VAE. Donc là, ici, vous avez un onglet qui va vous présenter les grandes lignes d'accès pour la VAE. Vous pouvez également vous inscrire sur des réunions d'information mensuelles qu'on met en place pour informer les personnes qui seraient intéressées par cette voie d'accès. Mon but n'est pas aujourd'hui de tout détailler sur tous les diplômes, on en a beaucoup. C'est bien de vous montrer comment on navigue sur le site internet pour trouver les réponses à vos questions sur l'ensemble de l'offre de formation qu'on a. Et sachant que le CQPLS, qui peut être le diplôme qui intéresse le plus les animateurs et animatrices, on essaiera de refaire un focus plutôt avant la fin de saison de cette année, une fois que le nouveau règlement aura été adopté et qu'on pourra vous présenter toutes les finesses, toutes les évolutions de la formation. Là, ici, c'est la présentation, comme je le disais, générique. Là, à droite, vous avez un moteur de recherche pour trouver le CQP, les prochaines sessions de CQP qu'on a dans le réseau, toutes régions confondues. Donc là, c'est simple, vous pouvez sélectionner l'option que vous souhaitez et la région dans laquelle vous souhaitez faire. Là, je vais mettre tout, parce que je sais qu'en janvier, ce n'est pas le moment où on a beaucoup de départs de formation. D'autant que, de toute façon, il y aura un nouveau CQP, donc on arrive sur la fin d'un parcours de formation avec ce règlement. Tout à fait. Donc là, par exemple, le dernier CQP qui va partir dans l'option la JSJO, ça commencera le 21 février à Mont-Marsan, avec la date de limite d'inscription, etc. Pour en savoir plus, clique sur le bouton du détail. Et là, vous allez voir tout ce qui est spécifique à cette session de formation. Donc, les dates, les lieux, la durée, donc ça, c'est commun à toutes nos formations. Le tarif, pareil, c'est commun. Et vous avez le contact de la personne ce qu'on appelle les PAT chez nous, c'est les référentes administratives du dossier selon la région dans laquelle on est. Donc là, c'est par exemple Karine Deschamps. Et en dessous, vous avez dans contact, c'est le coordonnateur de formation, qui est dans ce cas-là, Laure Filouka. Donc là, on est sur la Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez pouvoir redécouvrir du coup les prérequis. Donc là, ça va être les mêmes que ce qu'on a vu avant, mais on les rappelle. Les contenus, les moyens, les méthodes, les modalités d'inscription, les statistiques et un petit rappel encore des dates à la fin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc contacter les personnes ici si vous avez des questions ou également tout simplement appuyer sur le bouton « Obtenir un dossier d'inscription ». Voilà, en ressignant le nom, le prénom, l'email. Dans les jours qui suivent, puisque ce n'est pas encore tout à fait automatique, c'est fait manuellement par les référentes administratives, vous recevez un mail avec un dossier d'inscription, un devis pour l'animateur qui peut être intéressé.
qu'il aura à remplir et à retourner ensuite. Là, j'ai fait un exemple. Ce mode d'organisation, c'est le cas sur le site internet. C'est le cas pour toutes ces catégories-là. Donc, sur le BP, on retrouve la même chose. Sur l'activité physique, sur la PSPM, c'est la même chose. Et enfin, sur le dernier onglet, qui est un peu plus spécifique parce que celui-ci regroupe l'ensemble des formations complémentaires continues qu'on propose. Donc là, on a l'offre des 8 qu'on vous a présentées tout à l'heure. On ne détaille pas tout dans cette présentation. Pareil, par contre, de la même manière, vous pouvez trouver les prochaines sessions qui vont avoir lieu. Et là, par contre, je vais faire rechercher, c'est beaucoup plus favorable en cette période pour trouver, parce que souvent, on est sur des formations plus courtes, comme disait Sébastien tout à l'heure, sur des week-ends, 2 week-ends, 3 week-ends. Et on en a très souvent une offre un peu plus étoffée entre janvier et juin. Ça se voit d'ailleurs sur cet onglet. Donc là, vous pouvez chercher par région, bien sûr. Là, j'ai fait toutes les régions, donc on a toute l'offre. Et par exemple, si je vais sur détail, on aura les mêmes informations que ce qu'on a vu pour le CQP. Donc, une description, date, lieu, durée, tarif. Alors là, les tarifs des formations professionnelles continues sont à 180 € par jour. Donc là, on a une formation de 4 jours, donc on est à 720 €. Et du coup, avec une réduction quand même sur ce tarif pour les animateurs qui sont licenciés à la Fédération France Sport pour tous, puisqu'on est à 100 € de 180. Voilà, et ici, pareil, vous aurez du coup les publics, les prérequis. Donc, vous allez voir que pour les formations continues, vous verrez toujours dans les prérequis être titulaire d'un CQP ou d'un BP à minima, ou en tout cas d'un diplôme qui donne des prérogatives dans l'encadrement sportif. Puisqu'on sait que les formations qu'on propose ne permettent pas, ces formations-là spécifiquement, ne donnent pas de prérogatives. Donc, il faut un autre diplôme pour initial pour y accéder. Voilà. Les contenus, donc là, vous pouvez voir ce qui va être abordé dans la formation, les méthodes, les moyens. Et de la même manière, alors vous en avez un onglet que je ne vous ai pas parlé, les statistiques. Ça, c'est les statistiques qu'on fait, qu'on annualise, qu'on fait tous les ans et qu'on actualise, sur le taux de réussite, le taux d'inscrits et suite à une enquête de satisfaction, le taux de satisfaction des animateurs qui sortent de ces formations. Et à chaque fin, vous avez toujours obtenir un dossier d'inscription pour qu'il soit facilement accessible. Et dans la description, bien sûr, les référents, les contacts, si vous avez besoin de plus d'informations ou vous préférez vous inscrire aussi par téléphone, tout simplement. Voilà, donc obtenir un dossier d'inscription, c'est le même formulaire que tout à l'heure. Appuyez bien sur envoyer et vous arriverez, on recevra un mail pour que vous puissiez en recevoir. Je vais revenir sur la présentation. Voilà. On a pas mal navigué dessus. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe. C'est pour trouver toutes les informations. Quasiment tout est en ligne. Après, il y a toujours des cas particuliers. Vous avez bien les contacts des personnes pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous informer. Ça, c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de présenter. Donc, une petite checklist qui permet d'accompagner en fait vos animateurs s'ils ont un projet de formation. Donc, le premier point, c'est de vérifier le type de formation qui correspond aux besoins. Est-ce qu'il s'agit d'une formation certifiante ou pas, et du coup de pouvoir orienter aux besoins, sachant que évidemment vous trouverez toutes les prérogatives associées qui devront être en cohérence avec le projet de l'animateur et évidemment du club et de la structure. 2, c'est de vérifier les conditions d'accès à cette formation. Donc, si on est sur des FPC, il faut déjà être titulaire d'une formation, d'une qualification en amont. Si c'est pour accéder en formation initiale à une certification, et là aussi, il y a un certain nombre de prérequis auxquels il faut répondre. Là, vous les avez, par exemple, pour le CQP ALS, option JSJO. Donc, avoir 16 ans au moment de l'entrée en formation, 18 ans au moment des épreuves, le PSC1, enfin, un certain nombre d'éléments comme ça qu'il faudra produire à l'entrée en formation. Autre point, une fois que vous avez vérifié les conditions d'accès, les modalités organisationnelles, voir si c'est compatible avec la personne, demandez évidemment un dossier d'inscription, se mettre en relation avec le coordonnateur de formation ou la référente administrative et surtout ne pas hésiter à les appeler directement pour s'assurer que le projet est bien en cohérence. Et dernier point. Plus près du micro pour Sébastien. Plus fort aussi. Il est là, pourtant, il est juste là. Le dernier point, se renseigner sur les possibilités de prise en charge. Donc ça, c'est le dernier point qu'on
qu'on va aborder. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, a priori non, peut-être, sur la checklist. En tout cas, vérifier que l'ensemble de ces éléments correspondent bien au projet de formation de la personne, c'est surtout ce qui ressort de cette checklist. Ben oui. Ouais. Du coup, un dernier focus, alors vraiment rapide celui-là, parce que c'est pas forcément nous qui le maîtrisons le plus. Donc, il peut y avoir différentes possibilités pour la personne qui souhaite se former, soit un financement individuel directement, ou par le biais du club, évidemment, mais il y a également des possibilités de financement public pour accéder et aider la personne dans son projet. La première possibilité, c'est le compte personnel de formation, le CPF, qui est à l'initiative du coup de l'animateur, de la personne qui souhaite se former. Elle se rend sur le site moncompteformation.ouf.fr. Elle peut du coup accéder à ses droits, et notamment à ses droits en euros, puisque les droits de formation se traduisent à un montant en euros qui lui permettent, qui peut être mobilisé pour suivre une formation ou accéder à une formation certifiante. Ça, c'est la première entrée. Alors, vraiment pour l'accès à des formations certifiantes, CQP, BP, APSPM. En complément souvent de ce CPF, là plutôt en direction d'un public particulier, des personnes qui sont en recherche d'emploi, et la possibilité de se rapprocher de leur pôle emploi et au-delà de leur CPF, lorsqu'ils n'ont pas assez de montant dessus, ils peuvent être accompagnés via le pôle emploi pour couvrir l'ensemble du montant correspondant à la certification. Donc là, on est vraiment sur des possibilités de financement, principalement pour des formations certifiantes, formations initiales. Autre possibilité de financement, évidemment, de mobiliser l'opérateur de compétences. Donc, dans le champ du sport, c'est l'AFDAS, c'est celui qui est le plus répandu pour les structures sportives et les clubs sportifs. Maintenant, pour d'autres types de structures qui sont rattachées à une autre convention collective, ça peut être un autre opérateur. Là, ça s'adresse à tout type de formation. C'est pour les salariés des associations. Donc là, c'est vraiment spécifique à ce type de personnes. Ça peut être ouvert également à des personnes qui sont bénévoles et qui souhaitent accéder à une certification professionnelle, mais c'est sous condition, en lien avec un mandat en général, donc plus difficile à mobiliser. Et par contre, cette possibilité de financement est à la demande de la structure. C'est elle qui mobilise la DAS pour accompagner son animateur dans son parcours de formation. Pas hésiter à les contacter en fait dans vos différentes régions parce qu'ils vous expliqueront les différentes possibilités de financement qu'ils ont au sein de leur structure si vous cotisez chez eux. Il y a généralement un correspondant par région au sein de la DAS, à même de vous répondre. Alors, par téléphone, c'est pas toujours évident, mais par mail, en tout cas, ils sont généralement assez réactifs. Autre possibilité, alors là, ça s'adresse à des personnes qui sont en emploi et qui souhaiteraient, par exemple, commencer à travailler sur un projet de reconversion. Ils peuvent être accompagnés dans leur projet pour être orientés au mieux et construire leur projet d'évolution professionnelle. Donc là, je l'ai évoqué parce qu'on ne pense pas toujours forcément, c'est le CEP. Et donc, il y a différentes structures accompagnatrices, j'en ai mis une en référence, mais il y en a d'autres à proximité de chez vous en général. Mais là, ça s'adresse encore une fois à des personnes qui sont en emploi, pas forcément dans le champ du sport, et qui auraient un projet de reconversion et qui souhaiteraient aller vers une certification du champ du sport. Et enfin, pour les plus jeunes, et vraiment spécifiquement pour une formation sur un diplôme d'État, puisque les CQP ne sont pas ouverts à l'apprentissage, donc c'est l'apprentissage évidemment. Donc ce ne serait pas par le biais d'une structure par le biais de la fédération directement, puisque nous ne sommes pas CFA, mais la possibilité quand même de mettre en place un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage, pour les personnes âgées entre 16 et 29 ans, et donc sur des durées qui peuvent accompagner largement la durée de formation des PGEPS. Voilà, là, c'est quelques possibilités de financement, je pense que c'est les principales. Ouais, voilà. C'est dans le champ du sport. Celles qui sont généralement mobilisées, encore une fois, le CPF, la possibilité pour les demandeurs d'emploi de se rapprocher de leur référent pour l'emploi, et évidemment pour les structures l'AFDAS, l'opérateur de compétences. Est-ce que vous avez des questions sur tout ou partie de la présentation? On arrive à la fin de notre présentation, c'est l'occasion d'échanger sur ce que vous pourriez vouloir échanger tout simplement.
c'est vrai que nous sommes restés principalement sur des généralités autour de la formation. On souhaitait vous présenter aussi le site internet comme l'espace incontournable en fait, pour pouvoir vous orienter ou accéder aux formations. L'idée, c'est d'ici la fin de la saison sportive de programmer un webinaire qui revienne peut-être plus précisément, notamment sur le prochain CQPLS et peut-être sur certaines FPC. Est-ce que la plupart des formations CQP seront proposées en week-end? Alors, il existe à l'heure actuelle quatre formats, on va dire, de CQP qui sont proposés dans notre réseau. On sait que ça va évoluer avec le changement, et dont un d'entre eux est un format 2 fois 8 jours, essentiellement, enfin uniquement à l'heure actuelle, que je sache, fait sur des week-ends. Par contre, c'est chaque région, en fonction de l'analyse de son territoire, qui fait des propositions dans un sens ou dans l'autre. Mais en France, à l'heure actuelle, ouais, il y a quand même plusieurs régions qui sont sur ce format-là en week-end. Après, l'année prochaine, sur le changement de CQP, on sait que le volume horaire va déjà augmenter. On sait qu'il y a sûrement un format week-end qui va encore exister, mais qui va vraiment être du coup beaucoup plus contraignant et long. Voir. Donc, il faudra qu'on voit comment on peut maintenir ça. On sera certainement sur un format hybride. Aujourd'hui, on était sur 16 jours de formation, donc 8 fois 2 jours, donc 8 week-ends, grosso modo. L'année prochaine, avec le prochain CQP, on sera sur 23 jours de formation, donc forcément, étalé sur l'ensemble de l'année, ça risque de faire beaucoup plus de week-ends, donc il est possible qu'on soit plutôt sur quelque chose week-end. En tout cas, c'est en cours de discussion à l'heure actuelle, c'est pas du tout défini pour le futur week-end, le futur CQP, puisqu'on est encore sur des données vers un règlement qui n'est pas encore validé à l'heure actuelle. Alors, Frédéric, je ne sais pas si c'est une question ou s'il ne fait que appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure, en effet. Là-bas, c'est tout à fait possible de le mobiliser pour des formations des bénévoles en lien avec leur mandat. Alors, le mandat, c'est soit président, secrétaire, trésorier ou vice-président. Donc là, on est plutôt sur des FPC et là, pas forcément les FPC qu'on vous a présentés là. Sur le métier d'animateur, on est plutôt sur des formations soit certifiantes, soit en lien avec le métier d'animateur. Alors, on a une autre question de Dominique. La réduction à l'inscription est-elle aussi accordée au CQP dans le taux horaire? Tout à fait. Il est possible qu'il y ait des réductions, mais pour le coup, on a laissé vraiment la main aux comités régionaux pour pouvoir proposer une réduction. Nous, la fédération porte l'ensemble des formations, mais sur la mise en œuvre pédagogique, ce sont les comités régionaux qui en ont la responsabilité, et du coup, la possibilité de réduction est plutôt laissée à chaque comité régional. Dans chaque politique régionale dessus. Et là, il y a des bourses qui peuvent exister, qui existent dans plusieurs régions, et d'autres pas forcément. Donc, ça dépend de quelle région vous êtes, et ça dépend. Enfin, c'est des dispositifs qui évoluent aussi d'une année sur l'autre. Donc, la plupart des régions proposent des réductions, et quoi qu'il arrive, prennent le temps quand même d'accompagner la personne dans ses possibilités de financement. Encore une fois, l'accès à la formation elle est vraiment pour tous. En tout cas, elle est pensée comme telle à la fédération. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes, même individuellement. Il y a des systèmes de bourse déjà pensés dans certains comités régionaux, mais quoi qu'il arrive, il peut y avoir un temps d'accompagnement en vous rapprochant soit, dans un premier temps, de la référente administrative, et même le coordonnateur de formation doit pouvoir vous accompagner sur ce sujet. Avez-vous le tarif pour la formation de formateur? On est sur un parcours, alors là, on change de métier. Oui. On est sur un parcours de 8 jours. Et là, de tête. Alors, disons que sur ce type de formation, on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est des formations qu'on essaye de faire financer via l'ABDAS sous forme d'action collective. C'est-à-dire qu'au maximum, lorsqu'ils sont pris en charge, on réduit très largement les coûts. On est à 200 € la journée de formation sur les parcours de formation de formateurs. Et lorsqu'on arrive à obtenir le financement par la LOPCO, donc c'est nous directement depuis le national, on réduit très largement. C'est gratuit au niveau des frais PA pour les stagiaires, et les frais annexes sont très largement pris en charge également. En gros, on peut même, pour un salarié d'une structure déconcentrée du réseau, lorsque le projet d'entrée en formation est validé par le CTR, on est sur un montant de 25 € par jour. Donc, sur l'ensemble du parcours, ça fait, je crois, 200 € au total sur les frais annexes. Après,
Alors, Dominique complétait sur, Les Hauts-de-France. ouais, sur la réduction. Donc, en Hauts-de-France, ça doit du coup pas être le cas, j'imagine. Si on a 1 960 €, 4 week-ends, c'est normal, ça doit être 4 fois 4 jours sur ce parcours-là. C'est pas que des week-ends, parce que c'est 8 week-ends, 8, j'y arrive pas, 8 Week-end. Merci. Et le temps de formation est le même à chaque fois. Dans toutes les régions, on est sur un temps de formation identique en termes de journée. C'est juste les formats qui changent, les formules, que week-end ou 4 fois 4 jours ou 5 fois 3 jours. Voilà, il y a plein de formats, il y a 4 formats différents à l'heure actuelle. Et après, comme vous disiez, les politiques d'aide de bourse sont en fonction des politiques régionales. Donc, sur la question d'après, Claire, je vais m'en occuper. Vas-y. Y a-t-il une obligation d'adhérer à l'AFDAS? Le sigle, moi non plus, je ne vais pas l'avoir de tête. Aller sur le site si vous voulez. Oui, il vaut mieux aller sur le site. Donc, y a-t-il l'obligation d'adhérer à l'AFDAS pour une association de sport pour tous? Donc, oui, ce n'est pas une question de novice, elle n'est pas anodine. Donc, un club de sport pour tous est forcément adhérent à l'AFDAS, dans le sens où on est dans le champ de la pratique d'activité sportive. À partir du moment où il a des salariés, il est forcément adhérent à l'AFDAS, ou en tout cas rattaché à l'AFDAS, puisque l'AFDAS est l'opérateur de compétences du champ du sport. Donc, pas que du sport, hein, des arts et spectacles, etc. Mais le champ du sport est rattaché à l'AFDAS. Donc, à partir du moment où vous êtes considéré comme structure sportive, avec des salariés, donc, soumis à la convention collective nationale du sport, vous êtes forcément adhérent à l'AFDAS, et c'est forcément l'AFDAS votre opérateur de compétences. Il y a obligation de cotiser quand vous avez des salariés. Après, si vous avez une structure qui est uniquement bénévole, là, vous pouvez le faire si vous voulez avoir accédé à quelques financements, mais ce n'est pas une obligation. Je me trompe, mais c'est... non, ce n'est pas une obligation, en effet. Si vous n'avez pas de salariés, si vous avez des salariés, en fait, c'est une cotisation qui est liée aux salariés directement. A priori, à partir de 2022, si je ne me trompe pas, c'est des choses... Il y a eu une réforme qui, à chaque fois, a reculé, mais ces cotisations sont directement assurées, le prélèvement est directement assuré par l'URSSAF. Vous n'avez pas besoin de vous rapprocher de la MEF. En tout cas, c'est eux qui vous regardent sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à nous les envoyer au besoin. Sur la réponse, alors. La réponse de Dominique. Alors, non, Dominique, oui. C'était les 4 week-ends. Oui, tout à fait, mais c'était les réductions à l'inscription. Du coup, on va peut-être prendre la première, parce que... Donc, on disait que c'était les comités régionaux qui initient des bourses ou des aides au cas par cas, à chaque région, en fonction de chaque politique. Visiblement, vu ce que vous avez écrit sur les Hauts-de-France, le tarif, c'est le tarif fédéral harmonisé entre toutes les régions, c'est 1 960 € pour les 4 fois 4 jours qui sont proposés. Et j'en déduis donc qu'il n'y a pas d'aide dans cette région. Alors après, ça peut changer d'une année sur l'autre. Le mieux, c'est d'appeler quand même pour se renseigner sur chaque politique régionale. Mais effectivement, vu ce que vous décrivez, je ne pense pas que vous soyez dans une région où il y en ait, à l'heure actuelle en tout cas. Vous nous avez entendu cette fois. Super. On laisse encore quelques minutes s'il y a d'autres questions qui arrivent. Quoi qu'il arrive. Et dans tous les cas, on peut annoncer déjà le prochain webinaire en attendant que les questions arrivent. Oui. Juste sur les questions, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui viennent à l'esprit, de nous les faire parvenir. On a par mail. Et on essaie, en programmation, un autre webinaire autour de soit fin d'année sportive, soit en tout début d'année sportive, pour vous présenter le CQP plus en détail et peut-être certaines FPC. Quant au prochain webinaire, qui lui est déjà programmé en date du 28 février, il portera sur l'intitulé sera comment prévenir les risques liés au travail dans le club. Bien spécifique. Le 28 février, de 18h à 19h, pareil. Et de la même manière, ils sont enregistrés et disponibles au même endroit si vous ne pouvez pas y assister. Et ben, nous aurons été 18 connectés sur ce live, en tout cas.
pour une durée de 50 minutes. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir participé, d'avoir échangé avec nous. Et puis, vous n'hésitez pas, si c'est le cas, dans nos adresses mail étaient mis au tout début s'il y a besoin. Vous pouvez le regarder. Vous allez le recevoir automatiquement également. Toutes les personnes inscrites le reçoivent également. Donc, je crois qu'il y a un petit message à vous mettre. Ah, non, pop-up, c'était pas le bon, désolé. C'est une erreur de... Merci à vous. Bonne soirée. Bonne à soirée. Toutes et tous. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Alors... Pas terminé.